Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour ce nouveau numéro de Patron l'addition, un numéro pour une fois mensuel. Oui, c'est régulièrement qu'on se promet de faire des numéros mensuels et que généralement on fait... Bimensuel non. Bimestriel, pardon. Bimestriel plutôt à la limite. C'est ça, ouais. c'est ça. On groupe quoi. Ouais, voilà. On groupe. Mais voilà, cette fois c'était le mois d'août, et le mois d'août généralement on a des vacances, ce qui veut dire vacances dit un peu de temps, donc du coup pour une fois on est à peu près raccord, parce qu'au moment où on tourne cette vidéo on est le 2 septembre. Ouais. C'est quand même pas mal hein. On est plutôt dans les temps là. Là. Mais qui dit vacances dit pas forcément beaucoup de parties. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, oui bon, lui il s'est amusé. Moi, moins. Ah bah oui. Parce que la crèche, il se trouve qu'elle a des vacances elle aussi. Oui. Ça, du coup, comme mon fils a 2 ans, il joue pas encore des masses. Non. Enfin si, mais pas aux jeux de société. Oui, pas encore, non. Du coup, oui, j'ai pas joué beaucoup. Non, bah malheureusement, c'est clair que... Bon, on va utiliser la formule habituelle si vous êtes régulier de notre émission, à savoir qu'on va d'abord parler du nombre de parties et du temps top global qu'on a joué, et puis après on va faire un top de X, ça dépendra du nombre de jeux qu'on a envie d'inclure, puis on passera sur les tops et les flops, et on continuera, on terminera même sur ce qu'on compte mettre sur la table en septembre. Un programme tout à fait classique, ma foi. Donc on va commencer par le nombre de parties et le temps passé. Ouais. Je te laisse commencer, tu commences. Oui, ça va être rapide, hein, donc... Ouais, je fais un peu mon Calimero en début de vidéo. Voilà, il se fait plaindre un petit peu. Voilà, c'est ça. Parce que au mois de août, je n'ai joué que à 12 jeux sur 18 parties. Ah ouais, 18 parties. 18 parties pour 3 semaines de vacances, c'est vrai que ça fait un peu mal. Ouais. Bon après, peut-être que j'aurais pu jouer un petit peu plus solo, mais du coup les vacances m'ont permis de passer plus de temps sur mon autre boulot annexe. J'avais beaucoup de temps avec mon fils, quand il est éveillé, on peut pas jouer non plus en solo. Quand vient le soir, on est un petit peu claqué, etc. Ça, malheureusement. Donc ouais, 18 parties uniquement sur 12 jeux. Sur 12 jeux, d'accord. Ok. Et 19 heures de jeu. D'accord. Pour ma part, ça a été un peu prolifique, mais il faut dire que j'ai joué beaucoup en solo. Moi, justement, le soir. Bon, il y a des fois j'étais claqué aussi, mais j'ai joué quand même, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est pas forcément les parties qu'on apprécie le plus. Hein. Donc 48 parties, quand même, sur 20 jeux différents pour à peu près 50 heures de jeu. 50 heures de jeu, c'est pas mal. 2 jours de jeu, quoi. Oui, c'est ça, 2 jours complets de jeu sur le mois, sur 30 jours. Donc oui, c'est un palmarès pas trop mal. Donc du coup, tu vas nous faire un top combien, toi? Un top pas beaucoup, hein, mais quand même, si je vais essayer de faire c'est un top 2 en fait, sauf qu'il y a quoi, 4 jeux ex-aequo, je crois. Oui, évidemment. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Avec 4 jeux à 2 parties. Parmi lesquels figure Dice Throne, ça faisait longtemps. C'est vrai. Nous qui, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, apprécions particulièrement Dice Throne. C'est un petit peu l'un des jeux qui nous ont remis un petit peu, enfin qui nous ont mis ou remis dans le bain du jeu de société il y a de ça 4 ans, 5 ans. Oui, c'était vers 2018, 2019 je crois, ouais, quelque chose là, donc ouais. C'est une des pierres angulaires de nos collections respectives, en tout cas ça fait partie des premiers jeux à intégrer nos... Clairement, et pourtant ça fait partie de ces jeux qu'on sort assez peu récemment, c'est vrai. Pour différentes raisons. Oui. Et du coup on s'est retrouvé à le sortir récemment, pour reprendre notre ligue, commencée elle-même il y a 3 ans, 2-3 ans, facile, où on s'était mis en tête de jouer une ligue pour la saison 1 et saison 2, on compte pas Marvel, ça n'existe pas. Saison 1, saison 2, où tous les personnages devaient s'affronter les uns les autres, donc ça fait quoi, 15 journées. Voilà, 15 journées, entre 15 semaines. 15 semaines. 15 semaines. Et au sein desquelles donc, tous les personnages vont s'affronter pour faire un classement final en gros. C'est ça. On est quoi, la journée 10? On va commencer la journée 10, on vient de terminer sur ces 2 parties-là, la journée 9, exactement. Alors que, encore une fois, ça fait quand même au moins 2 ans qu'on l'a commencé. C'est vrai. Mais bon, petit à petit. Hein. Oui, et puis moi je dois dire que je suis un petit peu reboosté par l'annonce en plus récente de l'arrivée de nouveaux personnages. Ouais, enfin. Ça sera fin octobre. C'est ça, fin octobre, c'est ça. 29 octobre, si mes souvenirs sont bons, avec des personnages un petit peu plus dark ce qu'ils en ont dit. Peut-être pour coïncider avec la période de Halloween. Je pense que c'est ça, oui. J'imagine. Mais c'est vrai que ça fait plaisir et ça redonne un petit temps, comment dirais-je, un petit élan, un petit entrain vis-à-vis de l'essence. Donc ça fait plaisir. Donc 2 petites parties de Dice Throne, et en plus je crois que j'ai perdu les 2.
Oui, je te le confirme, tu as de perdu genre 0-1, 0-2, quelque C'est chose ça, comme oui, avec des scores extrêmement scores serrés, mais il faut dire aussi que tu as eu... Alors si, le deuxième match, tu as quand même eu la préférée des deux, tu as eu la gunslinger et j'avais Ouais. le tacticien, et honnêtement, j'ai gagné avec le tacticien, ça doit pas C'était être... la deuxième fois. Voilà, Ouais. c'était sur une dizaine de parties, je pense, que Ouais. j'ai eu. Mais pour une fois, j'avoue que le tacticien, je l'ai plutôt bien senti, les dés étaient avec moi un peu. Par contre, la première partie, c'était le... Comment ça s'appelle? L'elfe lunaire, la Ouais. moon elfe contre... Barbare. Non, le barbare, c'est... Ah oui, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est ça. Oui, d'accord. Et là, ça a été plus serré parce que... Il y a eu des beaux retournements. Il y a eu un beau retournement de situation. Ouais, il y a un moment où j'avais 15 points de retard. Ouais. Et je suis revenu, Je mais j'ai menais perdu toute la du temps. partie et j'ai failli perdre. Ouais. Et ça s'est joué sur un cheveu, c'est clair. Et du coup, c'est un petit peu ce genre de retournement de situation, de fin de partie sur le fil que Dice Throne propose et qui nous a fait aussi apprécier beaucoup le jeu. Bien Donc, sûr. C'était un plaisir de le ressortir après C'est de clair. longs mois d'absence. J'espère qu'on va reprendre une petite Ouais. rythme. Je m'attends pas à ce qu'on joue 15 parties ou Non, 20 mais parties par mois, mais une 2-3 petite par mois, parties ce par serait mois. sympa. Ouais. Ouais. Juste Déjà. pour ne serait-ce que pour continuer la ligue, ça serait sympa, quoi. Ouais. Honnêtement. Également deux parties sur une nouveauté dont on vous parlera prochainement sur la chaîne qui s'appelle Ultra Massive, Mhm. comme mon cul. J'ai dit mon cul, ignore le i derrière. Ce qui est bien, c'est que les deux mots sont féminins alors que le mot anglais est masculin alors que le mot anglais est féminin. Donc ton cul est féminin. Tout à fait. D'accord, ok, tu assumes. Il c'est bien. s'identifie. comme Non, ça, mais tu mon assumes, cul. c'est bien. Écoute, Ouais. je ne conteste Mafion. rien. Mafion. Donc du coup, deux parties de Ultra Massive pour tester, pour ensuite pouvoir vous en parler d'ici quelques jours, semaines, on verra bien. La campagne est pour octobre aussi, je crois. Ouais, début d'octobre, donc ça devrait pas trop tarder de faire la vidéo et de vous la sortir pour être à l'heure pour la campagne de financement. Un jeu avec une thématique assez intéressante en plus. Oui. On joue des trous noirs. Je parlais de Fion tout à l'heure, Voilà, quelque part, il y a un parallèle. Moi je dis rien. Il dit rien, mais il en pense pas Oh. moins. Hein, il est coupable comme moi. 100%. Ensuite, deux parties également pour Pandemic Legacy saison 0, dont on a parlé à plusieurs reprises. On continue la campagne avec nos amis Fabien et Julien. On en est rendu au mois d'août. On a fait juillet et août. On a fait juillet et août. C'est ça. Il Et nous ça reste s'est passé crème même Ouais. à la limite. Hein. l'automne. Franchement, ça va. C'était de manière assez déconcertante, très facile. Oui, alors que la dernière fois, on avait galéré à se remettre les règles dans la tête et on Ouais. avait failli perdre. Et puis finalement, là, ça s'est bien passé. Donc, je sais pas, on doit tricher quelque part. Ça doit pas être possible autrement. Mais... Non, mais on attend le moment où notre ami Julien va nous trahir, Oui. comme il l'avait fait dans la saison. Tout à fait. Bah, déjà, Ouais. il a un visa pour Moscou. Déjà, de base, c'est suspect. Quand on connaît la thématique de Pandemic Legacy saison 0, moi je dis, voilà, rien à ajouter. Et donc on attend de voir, on imagine que quand même l'automne va apporter son lot de petites règles un peu plus complexes et nous faire perdre lamentablement. D'autant plus que la maladie est maintenant un peu plus présente, se répand un peu plus et donc va peut-être poser un challenge un peu plus important. Mais c'est vrai. pour l'instant, je pense qu'on en avait déjà parlé, Ouais. on est quand même plutôt de l'opinion que la saison 1 restait quand même au-dessus. Ouais, moi je trouve, oui. Pas mal de Ouais. petits ajouts, de petites complexités par-ci par-là qui apportent pas tellement au jeu, qui ajoutent de la complexité pour pas grand-chose en fait. Tout à fait. L'apport est pas hyper convaincant. Tout à fait, c'est vrai. Ensuite, deux parties également avec toi sur ISS Vanguard, C'est vrai. qu'on a enfin pu mettre sur la table, on a pu tester. Il nous reste encore au moins une ou deux parties à faire avant de pouvoir émettre un avis formel et plus, comment dirais-je, arrêté. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu, mais bon, j'espère encore que ça s'ouvre devant moi pour me présenter un petit peu toutes les possibilités, le potentiel du jeu. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Et puis finalement, un seul jeu à 3 parties, et celui-là par contre, beaucoup de satisfaction, c'est Heat, chaleur. Bien sûr. Chaleur pédale sur le métal. Oui, c'est tellement bien dit. N'est-ce pas? C'est tellement bien dit. Donc on a continué un championnat. Ouais. Sur 3 années, vous savez comment ça se passe dans Heat, peut-être si vous l'avez, 61, 62, 63 pour les années, parce que c'est des courses qui se déroulent dans les années 60. Tout à fait. Et donc on a enchaîné 3 courses pour terminer la saison 1961, que ni l'un ni l'autre n'avons gagné. Tout à fait. C'est une IA qui a gagné. C'est ça. Et en plus, on l'avait fait, je dirais, roots, à savoir, il n'y avait pas de météo, pas de sponsor. On avait fait vraiment de base pour se remettre les règles en tête. Ouais, sauf sur la dernière, parce qu'on a commencé la saison 1962. Oui, c'est et ça. On a ajouté et les sponsors et la là, on météo. a ajouté les sponsors et météo, et ça a été assez violent et assez fun aussi. Mais c'était d'ailleurs. très cool, ouais. Ouais.
Et en plus de ça, petite déluxification. Voilà, monsieur Pimp un peu là. Bah ouais. Plateau néoprène pour les joueurs. Je pimpe pas des masses en vrai sur les jeux en général, mais là, je me suis dit, allez, faisons-nous plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous savez que dans Hit, les plateaux joueurs sont en fait pas des plateaux, sont des petites fiches, quoi. Ça me semblait un petit peu cheapos. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on se fait plaisir. Tapis de néoprène pour tout le monde. C'est vrai. Et j'avoue, ça rend bien, surtout que le tapis néoprène est un peu plus grand que le plateau en papier, et du coup c'est plus confortable. C'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est plus confortable. Ça n'apporte rien du tout en termes de gameplay, mais bon, pour les jeux qu'on apprécie particulièrement... En termes de satisfaction visuelle, si, par contre ça apporte pas mal. Et quand tu recevras l'autre partie, à savoir les leviers de vitesse, la ligne de fin de finish, les bâtiments pour les journalistes et les caméramens aussi, les éléments de météo. C'est ça. Ça devrait être assez sympa. Il te restera plus après qu'à te procurer l'extension. Oui, Heavy Rain, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, mais... Pluie lourde. Forte pluie, je ne sais pas. Bref, humidité. Non. Qui rajoute donc de nouveaux circuits et puis une petite twist supplémentaire avec au Mexique des chicanes et au Japon donc de la flotte, bien évidemment. Donc oui, on attend de voir, mais c'est vrai que les extensions pour Hit, pour l'instant il n'y en a qu'une seule, mais il y en aura une deuxième bientôt, parce que de toute façon, ça aussi c'était un petit peu sujet à controverse, c'est-à-dire que tu as 8, dans le thermoformage de base, tu as 8 emplacements pour les leviers de vitesse, t'as un levier de vitesse dans l'extension qui sort. Oui, d'accord. Ils auraient pas pu ajouter les deux d'un seul coup, tu vois. C'est trop complexe. Il faut faire cracher du pognon. Quelque part, certains reprochaient la même chose, par exemple à Abyss, ou peut-être même à, comment il s'appelle, Res Arcana, un petit peu, à savoir que les ajouts auraient pu être dans la boîte de base sans que ça choque vraiment grand monde. Ouais, mais là, bon, t'as des ajouts de gameplay à la limite, donc bon. Les ajouts de gameplay dans Heavy Rain, ça me dérange pas que ce soit une extension, mais juste le fait de pouvoir passer de 6 à 8 joueurs au compte-gouttes avec un levier de vitesse par extension et un plateau de joueurs par extension, ça c'est un petit peu moche, je trouve, mais bon. Surtout que tu savais, donc en achetant le jeu de base, qu'il y avait deux emplacements vides, et donc tu savais qu'il y aurait quelque chose qui sortait derrière. C'est là que je trouve ça assez moche. Ça c'est un petit peu moche. Je préfère, moi je sais qu'il y aura des extensions, je préfère qu'on maintienne la fiction. En disant voilà, vous avez le jeu, c'est complet, il n'y a rien qui est vide dans votre boîte. Quand il y a un truc de vide, c'est moins fun quand même. Un tour, et tu sais que là, il n'y a pas encore. T'as l'impression de te faire un peu enfler. Mais bon, ça reste un excellent jeu qu'on a toujours beaucoup de plaisir à sortir, même si je sais que toi tu y as joué un petit peu plus récemment. Enfin, tu as fait une partie de plus que moi. Une partie de plus, 5 joueurs, je crois. 4. 4 joueurs, sans IA. Sans IA. Et c'était très bon. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que bon, pour l'instant on a eu l'occasion d'y jouer quasiment que à 2 je crois, peut-être à 3 une fois à 3 peut-être, oui. Plus les légendes, donc les IA, qui sont très agréables, hein, mais j'aimerais bien sortir une fois avec 4-5 joueurs, potentiellement 4-5 joueurs plus IA, pourquoi pas, pour acheter un petit peu de piment, mais j'aimerais bien y jouer à un peu plus de joueurs. C'était assez violent j'avoue, mais ça s'organise, va falloir qu'on organise ça, c'est clair. Voilà, c'est tout pour mon top 2. Ok, bah moi je vais faire donc un top 1, 2, 3, 4, je vais faire un top 4, mais dans la plupart des positions il y aura 2 jeux. Alors je vais commencer en 4ème position avec 3 parties chacun. Ark Nova, que j'ai rejoué en solo, et très bien, toujours très bon. Je suis, ça y est, maintenant avec... Je sais pas, ça aura pris l'extension des mondes marins pour me convaincre complètement, et là maintenant... Je n'envisage plus qu'Ark Nova sorte de ma ludothèque. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, j'ai eu une relation un peu bizarre avec Ark Nova, à savoir que je reconnaissais la qualité du gameplay et tout ça, et j'arrivais pas à être convaincu. Et je l'ai vendu une fois, je l'ai racheté avec l'extension, et là je suis entièrement convaincu et c'est bon. C'est le premier jeu que tu as vendu puis racheté, je crois, non? C'est le seul pour l'instant, oui. C'est le premier et le seul, j'avoue, c'est vrai, tout à fait. Donc c'est pour ça que maintenant ma relation est claire, nous filons une histoire d'amour... belle. À moins que ce ne soit qu'une lune de miel et que dans 6 mois t'en aies marre. Je sais pas. C'est juste pour la métaphore filée. C'est juste pour la métaphore filée. Ne prends pas en compte ce que je dis, on s'en fout. Je vais fancy. Non, j'avoue que l'ajout des mondes marins avec des cartes d'action asymétriques fait vraiment un petit twist supplémentaire. Et puis il y a un autre twist que j'aime bien, à savoir que la rivière de cartes parmi laquelle on peut acheter des animaux est renouvelée encore un peu plus souvent avec un autre mécanisme qui s'intègre bien, et j'avoue, du coup, plus de cartes tournent, ce qui ne m'empêche pas, par exemple, dans la dernière partie, de m'être pris une branlée intergalactique. On parlait d'un jeu de trou noir tout à l'heure, et bien j'en ai pris un avant-hier, parce que les 2 IA, donc je joue avec Arnaud, le bot amateur fait sur le forum de BGG, et il y a un petit site pour le gérer avec le smartphone, donc c'est très rapide.
Et je crois qu'ils ont gagné, genre, ça devait être 14-11. Alors déjà, un score positif, c'est pas mal dans Ark Nova. Et moi, j'étais à moins 69. Moins 69. Ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est parti. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'avançais sur aucune des pistes de marque. Je me suis fait mais défoncer. C'était impressionnant. Moins 69. Moins 69, là, tu as fait des efforts pour l'avoir, non, ce score négatif? Même pas. Donc c'était terrifiant. Et puis 3 parties aussi de Dwellings of Eldervale que j'ai ressorti en solo. Plusieurs raisons, parce que ça faisait un bout de temps que je voulais y rejouer. Alors je préférerais quand même y jouer à nouveau en multijoueur. J'aime beaucoup le solo, mais je préférerais y rejouer en multijoueur. Et j'y ai rejoué aussi parce que normalement, si tout va bien, si le bateau se perd pas, à la fin du mois de septembre, je devrais recevoir Andromeda's Edge, le jeu suivant de l'auteur de Dwellings of Eldervale. Et apparemment, beaucoup de gens disent que le système de combat devrait être transposé à Dwellings of Eldervale pour être encore plus dynamique et plus intéressant. Oui, parce que c'est plus ou moins une refonte oui, de Dwellings of Eldervale avec un reskin, on va dire. Il y a des éléments de reskin, bon, il y a quand même beaucoup. Le combat, en tout cas, c'est une refonte. Ça, je suis entièrement d'accord. Le truc dans Dwellings of Eldervale, c'est que parfois, vous lancez un dé, l'adversaire va en lancer 6, et vous allez gagner quand même, parce que c'est celui qui fait le plus haut score. Ouais. Alors, il y a des modificateurs, mais si vous êtes 6 et que l'autre fait 5, 4, 4, 3, 3, 2, ben, c'est vous qui gagnez. Alors, ça donne des combats épiques, mais ça peut aussi être extrêmement frustrant. Et apparemment, dans Andromeda's Edge, c'est le même principe, mais avec des limiteurs qui permettent d'écarter certains dés en fonction de la situation, et donc de donner un résultat un peu plus, entre guillemets, juste. Donc, à voir. Ensuite, en 3e position, avec 4 parties, donc Heat, Pedal to the Metal, et puis les Châteaux de Bourgogne. J'ai fait 4 parties. Les 4 parties ont la particularité d'avoir été faites sur Board Game Arena. Et pour la première fois dans un mode que je n'avais jamais pratiqué, c'est-à-dire un mode tour par tour. C'est-à-dire que vous jouez, ça envoie le message aux autres joueurs et ils ont 24 heures pour jouer. Ah oui, d'accord. Et j'ai joué avec Jérémy et un autre joueur, avec qui d'ailleurs on a joué hier en physique. Réel, ouais. Les tours prenaient pas 24 heures. Hein. C'était genre, même au boulot, les autres ils étaient là, bon allez, je joue. C'était très très fun et j'avoue que même en tour par tour comme ça, c'est très plaisant. Tu es en train de les vendre un petit peu en disant qu'ils travaillent au boulot, enfin qu'ils jouent au boulot, c'est très agréable, très sympathique pour eux. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils soient pas, dans certains cas, leur propre patron, donc à la leur limite... position va sauter dès ce soir, on pourra tous remercier Xavier, ce bon camarade. Ensuite, eh bien, en 2e position, avec 5 parties chacune, il y a Cat in the Box, donc un jeu de trick-taking que j'aime particulièrement. Que tu as dû tester une fois avec les autres, hein, si je me souviens bien. Très bien, ouais. Ouais, c'est ça. Moi j'aime beaucoup, mais c'est pas simple, il faut intégrer le concept. C'est un jeu de pli, la particularité c'est que toutes les cartes sont noires et que c'est vous qui décidez de quelle couleur vous jouez, sachant que une fois un chiffre d'une couleur joué, plus personne ne peut le rejouer pendant le tour. Et donc du coup il y a un moment où on va peut-être arriver où on est bloqué, ça va créer un paradoxe, d'où le nom de Cat in the Box, en référence au chat de Schrödinger. Exactement. Mais c'est pas difficile, c'est juste contre-intuitif, mais les règles en elles-mêmes sont quand même très accessibles. Oui, les règles sont très accessibles. Ça reste un trick-taking, je dirais, très accessible par rapport à d'autres qu'on a pu jouer qui étaient plus convolutés, entre guillemets, exactement. Et le deuxième à 5 parties, c'est Heroes of Might and Magic 3, dont la méga box est juste ici, donc 5 parties en solo. Je suis convaincu, là il n'y a pas de problème, au bout de 5 parties, ça va donc rejoindre le panthéon de mes exceptions au fait qu'on ne doit pas adapter un jeu de vidéo en jeu de société. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres exceptions si je jouais à Frostpunk, si je jouais à Slay the Spire, qui ont très bonne réputation, voire même Bloodborne et d'autres. Pour l'instant, je préfère ne pas mélanger mes hobbies, mais là, je reconnais que sur Heroes of Might and Magic, le travail accompli est un bon travail. Vas-y, couche-toi sur le divan, explique-nous pourquoi il ne faut pas mélanger ces hobbies. Parce que c'est pas le même plaisir. Du coup, c'est pas la même satisfaction. Moi, j'aime bien quand je joue justement en carton, que c'est moi qui touche tout, c'est moi qui fais tout. Alors que sur ordinateur, c'est l'ordinateur qui gère la plupart des paramètres, et moi j'ai juste à appuyer sur un bouton pour faire une action. C'est, je sais pas, c'est plus réflexif, c'est plus méditatif de jouer en physique, même quand tu joues en solo. Je sais pas, mais du coup, ça répond pas tellement à la question. Enfin, c'est un jeu vidéo, ok, mais il est porté en jeu de société, donc c'est en carton, donc tu manipules tout toi-même, etc. Donc, oui, mais t'as pas forcément les mêmes sensations. Par exemple, je suis sûr que tu peux pas vraiment avoir les mêmes sensations sur Darkest Dungeon, sur Bloodborne, parce que Bloodborne, si je me souviens bien, c'est un Souls-like. En jeu vidéo, oui. En jeu vidéo.
Et donc là, t'as pas un Souls-like parce que tu joues des cartes. Donc après, je reconnais le gameplay de Heroes of Might and Magic 3 par exemple est adapté. Mais ce que je reconnais, c'est qu'ils ont réussi à bien l'adapter de manière à ce que ça soit pas frustrant pour les gens qui connaissent le jeu et que ça soit pas hermétique pour les gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Il y a sans doute beaucoup de types de jeux vidéo qui s'adaptent moins bien que d'autres, Voilà. De par leur seule nature, leur seul style de jeu, quoi, en fait, simplement. J'aurais du mal, tu vois, par exemple, j'ai du mal à concevoir comment pourrait être intéressant Dying Light. Ouais, Dying Light. Nyx en a fait une très bonne critique, et je suis sûr qu'il a tout à fait raison, et je pense que ses arguments sont tout à fait pertinents et cohérents. Mais tant que je n'y aurais pas joué, je pense que j'arriverai pas à intégrer le fait que du parcours en jeu de zombie, en jeu de société, ça passe. Bah, ça n'a pas l'air d'être très excitant, quoi. Enfin, voilà, sur le papier, ça vend pas du rêve pour moi. L'adrénaline ne monte pas. C'est ça, c'est ça. Tu peux jouer, tu prends tout ton temps, voilà. Alors que dans Dying Light, le jeu vidéo, c'est un peu par réflexe aussi, il faut que tu choisisses dans l'espace d'une demi-seconde. C'est ça, exactement. Donc, ça. Pour moi, c'est au cas par cas, le portage jeu vidéo en jeu de société. Il y en a pour lesquels ça me dérange vraiment pas du tout, même si au final, moi je crois que j'en ai pas de portage jeu vidéo en jeu de société. T'en as un, mais qui est pas direct et auquel on n'a pas encore joué, c'est Among Cultists qui vient de Among Us. Oui. Mais on n'y a pas encore joué, donc je peux pas dire. Ouais, c'est exact. Et encore, je l'ai pas acheté, c'est l'éditeur qui nous l'a envoyé. C'est vrai. Mais oui, il faut qu'on le teste. Le problème, c'est qu'il est jouable à partir de 4 joueurs, donc c'est un petit peu galère. C'est un peu le problème. Mais on va essayer de le sortir prochainement quand même. Avant la fin de l'année, ce serait bien. Un objectif avant la fin de l'année, sortir Among Cultists. De toute façon, c'est ce que je disais, Pandemic Legacy saison 0, nous sommes arrivés au mois d'août, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. Moi, je dis que d'ici la fin de l'année, normalement, c'est plié. Ouais. Et même peut-être on a une séance où on n'y joue pas, et parce qu'on a déjà fini. On s'est dit à demi-mot qu'après la fin de Pandemic Legacy saison 0, peut-être qu'on fera une pause plus ou moins longue sur les jeux en campagne, parce qu'en fait on se voit pas très souvent à 4, et les jeux en campagne nous accaparent, du coup on peut pas se permettre de jouer à d'autres trucs qu'on aimerait sortir aussi. Donc, bon. C'est vrai, ça c'est clair. Et pour terminer dans ce classement, la première place avec 6 parties, c'est Chroniques de Drunagor, en français, Chronicles of Drunagor, que je joue en solo avec 3 personnages. C'est peut-être ça, moi, en fait, les jeux en campagne qu'il me faut. C'est-à-dire un jeu avec des éléments narratifs, d'introduction, un événement spécial au milieu de la partie et une conclusion de débrief. Et pendant le jeu, c'est du lancer de dés, c'est de la tactique, c'est je joue cette compétence à ce moment-là ou pas, et tu t'ennuies pas avec la narration. Peut-être que c'est ça en fait, moi qui me plaît le plus, parce que c'est dynamique. C'est ça que je reproche. C'est ça que j'ai reproché par exemple à Etherfield, c'est que finalement c'est pas dynamique. C'est ce que je reproche à ISS Vanguard, c'est que pour l'instant c'est pas dynamique. Donc, et du coup, parmi nos autres jeux en campagne qu'on n'a pas encore joué, à savoir Role Player Adventures, et puis un autre, et j'arrive plus à remettre la main dessus, mais je pense que eux aussi sont plus dans le Chronicle of Drunagor, c'est-à-dire finalement du dungeon crawling. Le roleplayer a l'air d'être assez dynamique, ça va pas l'air d'être sur une narration très lourde, très présente. Donc, alors que soyons honnêtes, les mondes d'Awaken Realms, il faut l'admettre, ils sont extrêmement détaillés, mais du coup il faut l'admettre, ils sont extrêmement détaillés. Et donc, ça a les qualités de ses défauts. C'est ça. Si tu rentres pas dans l'histoire et si tu joues pas de manière assez intensive, entre guillemets, c'est peut-être plus difficile de l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, mon top 4 du coup. On va passer aux nouveautés. Aux nouveautés sorties au mois d'août. Je n'ai que très peu de parties, vous l'avez constaté, mais j'ai quand même 4 nouveautés. Quand même. Et toi? Eh ben j'en ai 7. Bah ouais, quand on fait 48 parties dans le mois, effectivement. Et surtout quand on va au Jig Kansai, malheureusement pour toi. Le fameux événement mensuel des joueurs internationaux. Dont je fais un rapport sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook. Auquel j'aimerais bien participer aussi, mais c'est le dimanche, et moi le dimanche, j'ai mon gamin dans les pattes. C'est ça, c'est le problème. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on passe d'autres bons moments. Oui, bien sûr, c'est pas les mêmes, mais c'est pas les mêmes. C'est bon quand même, tout à fait sûr. Donc parmi ces 4 petites nouveautés, on a déjà quelques-unes qui sont sorties durant nos discussions préalables, parmi lesquelles vous retrouverez donc Cat in the Box, qui pour moi était une nouveauté. Je sais pas si toi tu avais déjà joué avant août. Non. J'ai joué au Jig Kansai au début d'août, et puis j'ai acheté dans la foulée, et puis je vous ai fait jouer. D'accord. Ouais, très sympa, effectivement on est quand même un petit peu là, après la bataille. Oui, bien sûr. Le jeu a quand même été, comment dirais-je,
il a été félicité, couvert de louanges. Il y a de ça quoi, 1 an et demi maintenant que je trouve ça. Quelque chose comme ça. Maintenant il y a même une colossale Cat in the Box. Pas encore, mais elle a fait une campagne, arrive. elle a fait une campagne Kickstarter qui s'est très bien passée pour une édition colossale, alors que le jeu de base est déjà quand même plutôt déluxifié. Je vois pas l'intérêt de la colossale, mais tant mieux pour ceux qui y voient l'intérêt. Moi, le jeu comme ça, il me suffit largement. Après, l'édition originale japonaise était peut-être moins classe, mais ouais, possible. Ça c'est souvent le cas ici. C'est souvent le cas ici. Mais ouais, un jeu de pli vraiment original. Enfin, comment dirais-je, le mec qui s'est dit un jour, tiens, je vais faire un jeu de pli où il y aura 0 couleur. Enfin, s'il y en a, mais indirectement. C'est une sacrée bonne idée. Qui était pas... Enfin, quand tu y penses avec le recul, tu dis ouais, effectivement, pourquoi pas. Fallait y penser. Mais fallait y penser, quoi. C'est partie de ces mécaniques de jeu où tu te dis après coup, ah ouais, pas con. C'était pas difficile à imaginer, mais en fait, il fallait encore le faire, quoi. Et du coup, ouais, c'est très très sympa. Ouais. On commence depuis 6 mois, 1 an à découvrir un petit peu plus les jeux de pli, qui était quelque chose qui nous attirait pas outre mesure, même si on en avait quelques-uns auparavant, mais ouais, il y en a quelques-uns qui sont vraiment à découvrir. Pour l'instant, dans notre top, il y a, moi en tout cas, il y a donc Cat in the Box, et puis il y a celui que tu as, à savoir Kabuki Tricks. Il y a Banner Festival aussi. Il y a Banner Festival aussi. Et on n'a pas encore essayé No Dice, mais bon. Ouais. Va falloir essayer. Mais c'est avec des dés cette fois, donc c'est un peu différent la perspective, mais c'est toujours un trick taking. Puis il y en a un autre que je veux rejouer, moi c'est le King Trick Takers. Là, ouais, faut qu'on en sorte. Et esthétiquement il me plaît, c'est un peu un plaisir coupable, parce que c'est quand même ultra kawaii, mais moi ça me plaît bien. Qui sera en VF prochainement, je ne sais plus qui le fera, mais... Je crois que c'est Pixie, mais je suis pas sûr. Okay. Et puis j'en ai pris un autre en fin d'année dernière, au début de cette année, j'ai oublié. Mais je crois que je te l'ai pas encore dit, donc je garde ça. C'est pas japonais. En plus, sur la chaîne, on a eu l'occasion d'en tester un peu d'autres, parce que récemment, on a eu Crown Battles. Oui. Dont la campagne marche pas de masse. Non, malheureusement, mais bon, voilà, ça, vous avez la vidéo de Kevin qui vous en parle, très bien. Quoi d'autre comme nouveauté, donc, du coup, après alors, Cat in the Box à part Cat in the Box, ah oui, quand même, on a enfin sorti Trickerion. Voilà, enfin. Ça faisait un bout de temps là, déjà, hein. Ça fait au moins 6 à 9 mois que je l'avais reçu, peut-être un peu plus, je sais plus. Quelque chose comme ça, ouais. Et on n'avait pas eu l'occasion, l'opportunité, on n'avait pas pris le temps de le sortir, c'est chose faite. Mind Clash Games, donc Anachronie, etc. C'est ça. Donc on partait un petit peu avec la quasi-certitude d'apprécier. Oui. Parce que bon, voilà, c'est un éditeur qu'on apprécie tout particulièrement. Ça, pour l'instant, oui, j'ai pas eu de déception particulière sur ces jeux. Et là-dessus, pas de surprise. On a beaucoup apprécié cette première expérience qui, comme on l'avait pu imaginer au préalable, nous a fait dire à la fin de la partie, il faut qu'on joue rapidement. Ah oui. Parce que au-delà de l'aspect c'est très sympa, il faut aussi pouvoir, comment dirais-je, solidifier, consolider les règles assez rapidement et pouvoir ensuite partir un peu plus dans l'approfondissement stratégique, etc. Parce qu'il y a certains points qui au début sont un petit peu nébuleux, il faut réussir. Enfin, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage assez importante sur ce jeu-là. C'est vrai, apprendre à bien timer ses tours de magie, histoire de pouvoir en faire plusieurs à la fois et de les maximiser. Sur la fin de la partie, on commençait à y arriver, mais c'est vrai que les 2 premiers tours ont été assez laborieux. Mais ça reste un Mind Clash Game, à savoir qu'une fois qu'on a compris l'iconographie, ça tourne bien. Simple, en fait. Ça tourne bien. Il y a certains concepts qui sont un peu déstabilisants. Moi, le concept de t'as acheté des trucs au marché, tu les as pour toujours. Ah là, j'avoue qu'au début, ça m'a un peu choqué parce que je suis habitué à dépenser. Oui, mais parce qu'en fait, si tu réfléchis bien thématiquement, ça fait sens. Enfin, tu fais un tour de magie avec un drap, le drap il disparaît pas. Normalement. Tu peux le faire disparaître si t'es un vrai magicien. Oui, mais c'est ennuyeux. Budgétairement parlant, c'est ennuyeux. Mais il y a peu de tours de magie qui nécessitent la destruction du matériel. Donc, effectivement, ça se comprend que tu puisses le réutiliser derrière, finalement. Ça peut se comprendre. Tout à fait. On a joué avec le jeu de base avec quand même l'allée des... L'allée sombre, Dark Alley. Dark Alley. Et je crois que c'était bien parce que ça apporte pas non plus une complexité. Non. Et j'aime beaucoup les cartes alternatives pour les différentes zones du plateau. Je trouve que sans elles, ça serait un peu plus fade. Peut-être un petit peu. Ça serait un peu plus fade. Parce que combien de fois on s'est dit, oh là là, c'est vachement bien comme carte. C'est typiquement le genre de cartes qui vous apportent des compétences qui viennent briser les règles du jeu, qui viennent un peu péter les règles, et dans le bon sens du règle. Dans le bon sens du terme, excusez-moi. J'en perds mes mots, vous voyez. Mais ouais, super intéressant. J'aime beaucoup les jeux qui vous proposent un set de règles carrées avec des possibilités d'aller les casser. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Même si parfois, effectivement, on se disait, waouh, mais ça c'est pété. Mais en fait, comme elles sont toutes pétées finalement, ça va.
et elles sont toutes pétées et elles sont toutes à usage unique. Ouais. Donc elles sont pétées certes, mais si vous les utilisez au meilleur moment possible. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et ça, c'est vraiment bien fait. J'ai dit toutes. Peut-être on n'a pas exploré tous les paquets, etc. Donc il y a peut-être Bien quelques cartes qui sont un peu moins intéressantes que d'autres, ça c'est sûr. Mais bon. Et je pense qu'elles sont moins intéressantes, je dirais justement aussi circonstanciellement parlant. Je pense que tu as toujours moyen de faire quelque chose de bien avec ces cartes-là. Donc c'est vraiment intéressant. Ok, donc pour l'instant, Cat in the Box et Trickerion. Et Trickerion, il reste ensuite Ultramassive dont on a parlé tout à l'heure, donc un proto dont on vous parlera prochainement sur la chaîne. Et puis enfin pour moi c'était nouveau aussi ISS Vanguard. Voilà, tout à fait. Alors donc moi j'ai dit tout à l'heure que j'avais cette nouveauté, donc je vais passer rapidement sur le fait que moi aussi, donc Cat in the Box, Ultramassive et puis Trickerion, ça fait déjà 3. Évidemment Heroes of Might and Magic, puisque je l'ai reçu, non, je l'ai acheté à quelqu'un qui se débarrassait de son pledge au mois d'août. Ensuite, que j'ai reçu récemment dans la gamme des jeux qui sont purement solo en format VHS, pour les plus anciens d'entre nous, c'est Quest Over Coffee. Donc temps de jeu annoncé 8 minutes, je le crois tout à fait, et pour 25$, j'avoue que c'est juste bien compris, parce que c'est très très léger comme jeu, c'est très amusant, mais vous en ferez pas 4 parties de suite. J'en ai fait 3 parties très rapprochées. Et pour l'instant, je pense que je vais le laisser quelques semaines, parce que c'est c'est principalement du jet de dés. Vous mitigez le jet de dés, vous arrivez à faire un score, vous le dépassez ou pas, vous résolvez ce qui se passe et puis c'est terminé. Et il y a un mode de base avec seulement 5 missions et un mode entre guillemets aventure avec beaucoup plus de missions. Je vois pas l'intérêt du mode de base. C'est beaucoup trop court et il n'y a pas assez de rebondissements. Le mode mission, on peut utiliser les environnements, les compagnons, ça complexifie un peu le tout, c'est plus sympa. C'est le fameux Game of the Month de Gabe Barrett chaque mois sur GameFound, dont je vous parle assez régulièrement. C'est dans le menu de crowdfunding. Et normalement, je devrais recevoir dans pas trop longtemps Rise of Rome dans la même collection. Ah oui, il avait l'air sympa mais beaucoup plus long. Qui lui a l'air beaucoup plus complexe et beaucoup plus velu. Certains le comparaient même presque à un Mage Knight en petit, puisqu'il faut conquérir une carte. Puis ça ne durera pas 8 minutes. Non, ça ne durera pas. Sauf si t'es très très mauvais et que tu perds rapidement. L'autre que j'ai, c'est Hunter Kobayashi Tower, qui est une parodie, adaptation fan de Piège de cristal Die Hard. Ouais, puis une parodie de Alien aussi. Un peu. Oui, celle-là je ne l'ai pas baqué finalement, parce que le principe et l'univers m'attiraient moins. Et j'ai pas baqué aussi celui qui ressemblait beaucoup trop à Darkness Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, voilà, c'est ça. Graphiquement, il était une copie parfaite de Darkest Dungeon, et ça m'a complètement refroidi. J'aime pas quand un jeu se base trop visuellement sur un autre jeu, ça me coupe un peu le plaisir. Checkez quand même la page de, je crois que c'est Gabe Barrett. Oui. Chaque mois sur GameFound, il vous propose un nouveau jeu. Donc là, comme on vient d'entrer dans le mois de septembre, il y aura certainement son nouveau jeu, après le jeu de baseball du mois dernier. C'est ça exactement. Et là, il fait des trucs assez intéressants. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il envoie directement de l'usine. Donc les frais de port sont limités, et ça arrive assez rapidement. Moi, j'avoue que un jeu comme ça avec $5 de frais de port pour le Japon, c'est sympa. C'est bien. Ok, ensuite, les deux derniers qui me restent à citer, oui c'est ça, va être Habitat, que j'ai découvert grâce à Jérémy. Un jeu très malin à base, alors vous devez construire votre parc naturel, et vous allez prendre des tuiles sur un plateau central selon certaines règles. Vous allez les agencer de manière à justement réaliser des habitats. Chaque tuile dispose d'un set d'icônes, et il faut que ces icônes soient reliées directement à cette tuile pour que cette tuile soit considérée comme étant un habitat complet, c'est-à-dire que l'environnement naturel est réalisé et l'animal présent sur la tuile est présent sur la tuile, ce qui permet à d'autres tuiles spéciales comme des postes d'observation, des choses comme ça, de vous permettre de scorer à la fin. Ça se joue extrêmement rapidement. Et c'est très malin, parce que là aussi, les autres vont peut-être prendre les tuiles que vous vouliez prendre, et ça va mettre des bâtons dans les roues de votre projet. Et c'est très très fun. J'avais fait une partie donc au Geek Kansai avec Jérémy et 2 autres joueurs, donc c'est très fun. Je lui ai demandé de me le prêter, donc j'espère te le faire découvrir durant le mois de septembre. Et le dernier, c'est aussi découvert grâce à Jérémy au Geek Kansai, c'est Fast Sloth. Alors c'est un jeu allemand. Je me demande si c'est pas un Stefan Feld. Je sais pas, mais c'était moche comme un jeu. Ah, c'est moche comme un pou. Et le principe est complètement ridicule, c'est-à-dire que vous jouez un paresseux, puisque Sloth c'est un paresseux. Et ce paresseux doit accumuler toutes les branches de l'arbre qu'il aime manger, et tout ça c'est réparti dans différents arbres et villages dans un terrain.
Et pour se déplacer, comme le paresseux est extrêmement lent, eh bien, il va utiliser d'autres animaux pour se déplacer. Donc c'est complètement ridicule parce que par exemple, vous allez utiliser une girafe, alors comme la girafe elle a un long cou, bah, elle peut vous mettre sur son dos à 2 cases de distance et vous laisser pas à 2 cases de distance. L'orang-outan ne peut aller que dans certains habitats et lui il va vous lancer plus loin. L'aigle, c'est comme dans je sais plus quel Zelda, vous savez, vous jouez de bah, c'est ça, l'ocarina. Il y a un animal qui arrive et qui vous emmène n'importe où sur la map. Le principe est à mourir de rire, ça marche très bien, mais visuellement, qu'est-ce que c'est moche! On a l'impression que ça a été réalisé par un enfant de 5 ans, et encore je suis sûr qu'il y a des enfants de 5 ans plus talentueux que ça. Mais j'avoue, ça se joue très bien, c'est agréable, c'est un mini deck building parce qu'il faut choisir au début de chaque tour quelle carte on va prendre et quelle carte on va jouer en combinaison pour avancer le plus vite possible. C'est un jeu de course, et c'est très très malin. Donc voilà, si vous êtes capable de passer outre l'aspect visuel, c'est un jeu qui mérite d'être sur votre table, je pense. Les tops et les flops. Puisqu'on était aux nouveautés, c'est les tops et les flops. Top flop pour le mois d'août. Ouais. Bon, si, quand même, on a ressorti Dice Throne après une longue période d'absence, donc si, petit top, parce que on a quand même pris beaucoup de plaisir sur ces 2 petites parties, plein de rebondissements, donc ça pour moi c'était un petit top malgré tout. Tout à fait. Trickerion parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, il est sorti et il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu, on est bien d'accord. Et puis Hit parce que bon, j'ai amené un petit peu de déloxification sur la table, forcément ça rajoute un petit peu de plaisir par-dessus, un jeu que j'appréciais déjà tout particulièrement, tout comme Flamme Rouge, dans le même ordre d'idées. Donc ouais, les 3 petits tops que je viens de citer, donc Dice Throne, Trickerion et Hit pour moi. Ok, moi je vais être un peu ennuyé. Moi je suis un peu ennuyé parce que du coup du top je vais en avoir pas mal. Chronique de Drunagor m'a complètement convaincu. Je m'étais dit, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai acheté ça, il y a 25 cartons différents, c'est débile, je vais jamais jouer. Et ben c'est la première fois que je me dis, vivement que je continue, parce qu'après cette extension-là, elle a l'air prometteuse. Dans le scénario, il y a eu un moment, j'ai fini un scénario, et le scénario me dit, si vous disposez de la petite mini-boîte d'extension, machin, vous pouvez maintenant la jouer comme un interlude, sinon vous pouvez passer à la suite de la musique. Comme je l'avais, je me suis dit, bah tiens, allons-y. Et c'était juste 2 missions supplémentaires, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'était très fun parce qu'il y a des nouveaux ennemis, des nouveaux mécanismes. J'avoue, bravo, chapeau, chapeau, chapeau. Deuxième top, Heroes of Might and Magic, parce que bah, je suis... Quelque part ça me fait mal, mais ça marche vraiment bien. Par contre, pas à plus de 2 joueurs. À plus de 2 joueurs, l'attente doit être interminable entre joueurs. Mais du coup, en ça, je le rapproche beaucoup de Eussia. C'est quand on y avait joué, on n'y a joué qu'une fois ensemble à Eussia à 2, et il y avait pas mal de temps d'attente. Bon, à l'époque on maîtrisait pas encore bien les règles, mais voilà. Mais franchement, ouais, Heroes il tombe bien. Alors je regrette juste un truc, c'est que chaque faction a une mini-campagne, mais la mini-campagne n'est que de 3 scénarios. C'est vraiment court, on aurait pu imaginer des trucs un peu plus complexes. Mais ils ont réussi à adapter un truc qui n'était pas si facile que ça à adapter, parce qu'il y avait des notions de quantité de troupes dans tes... Enfin, quantité d'unités dans tes troupes. Ils ont réussi à gérer ça de manière assez intelligente, les sorts sont présents, on retrouve pour les aficionados comme moi toutes les unités emblématiques de ce jeu. Donc ouais, un gros top. Après, bah, tu l'as mis en top, donc je vais pas le mettre en top, mais Hit serait un top de cœur. Trickerion, voilà, évidemment. Dwellings of Eldervale, parce que ben, c'est retrouver un ami qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps et ça fait bien plaisir de le remettre sur la table. Le jeu, hein, pas l'ami. Voilà. Et puis, ben, ma foi, en termes de top par surprise, bien, ce fameux Habitat dont je viens de vous parler. Je pensais pas être aussi fan du premier coup. Au point de vue des flops, je vais enchaîner sur les flops. J'ai pas de flop, mais j'ai un attention danger. Quasi flop, c'est ISS Vanguard. En zone grise. Peut-être du coup parce que finalement la narration à la Awaken Realms c'est pas pour moi. Finalement. Donc voilà. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure, je m'attarde pas plus dessus. As-tu un flop toi? Ce serait le seul également pour moi en fait à ISS Vanguard, mais il faut encore 1 ou 2 parties pour solidifier un petit peu mon opinion. Ouais. Parce qu'il y a le tutoriel, la première partie qui est plus ou moins un tutoriel un peu plus direct. Enfin, tu restes dans l'apprentissage, disons. Voilà, oui, tu restes dans l'apprentissage. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps dans les manipulations et pas dans le jeu, à proprement parler. Pour l'instant, je trouve que ouais, c'est très entrecoupé par de la narration un peu lourde qui apporte pas toujours grand chose. À voir si vraiment la narration justement arrive à m'emmener avec elle dans les scénarios à venir potentiellement.
pour l'instant, c'est vrai que je trouve ça inutilement long, et comme pour Etherfield à l'époque, il y a plein de cartes, par exemple au début de partie, où tu fais bah, m'en fous. C'est pas que j'en vois pas l'utilité, mais il y a pas forcément, il y a parfois mieux à faire que ça en fait, et je n'utilise pas des masses, ouais, je trouve ça un petit peu décevant pour l'instant. Ouais. Et je crois que ça c'est un paramètre que t'aimes pas dans les jeux, quand on te donne des cartes qui finalement servent à rien parce qu'il faut attendre plus tard dans le jeu, dans un jeu de campagne, où ça sera peut-être révélé. Comme quoi, vachement mieux, tout ça. C'est un peu frustrant, j'avoue. Parce que si tu veux me faire découvrir le jeu au fur et à mesure, m'offrir de nouvelles possibilités au fur et à mesure, fais-le au fur et à mesure. C'est ça. Si tu me donnes tout le matériel et qu'il y a la moitié que je peux pas utiliser avant 7-8 heures de jeu, je trouve ça juste frustrant et juste casse-couille. C'est clair, c'est comme dans un jeu vidéo où vous ramassez du matos qui est level 50 mais vous êtes level 33, il est dans votre inventaire, vous bavez dessus mais vous pouvez rien en faire, c'est très frustrant finalement. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, et en effet, malheureusement, c'était la même chose dans Etherfield. Du coup, ça me donne plus du tout envie d'essayer Tainted Grail. C'est peut-être une erreur, mais finalement, peut-être que pour toi et moi, Awaken Realms, c'est les jeux d'action directe, genre, je suis sûr que si maintenant on rejouait à Nemesis, ça se passerait mieux. On a plus de bouteilles de jeu. Great Wall nous attire beaucoup, quand même. Ouais, Great Wall, ouais. Nemesis, je suis pas convaincu que ça me conviendrait plus. La première partie qu'on a fait, et la seule partie qu'on a fait, c'était une partie bizarre. On a fait deux. On avait une sur TTS. Oui, c'est vrai. Oui, mais TTS, je compte pas. Pour moi, TTS, ça n'existe pas. À part pour tester un peu, mais vraiment jouer, non, c'est pas top. Ok, et ben on va terminer cette émission en parlant de ce qu'on a l'intention de mettre sur la table en septembre. Alors, qu'est-ce que tu voudrais mettre sur la table? Il faut qu'on remette Precarian pour consolider, ça c'est sûr. Faut qu'on remette Unsettled. Oui, parce qu'on s'est encore trompé dans la manière d'aborder. On y a rejoué, on y a encore pris beaucoup de plaisir, mais on avait en fait oublié pourquoi on avait perdu la partie présente sur cette planète, et on s'en est rappelé du coup avec cette nouvelle défaite. Parce qu'on a quasiment fait un peu la même chose. Quasiment le même scénario en fait. On s'est séparés, et là, faut pas trop. Il fallait pas trop sur cette planète-là, dans ce scénario-là en particulier, donc ouais, il faut qu'on le ressorte assez rapidement. C'est ça. Sinon... Quoi d'autre actuellement? Je sais pas si ce sera pour septembre, mais j'aimerais bien sortir assez rapidement Bricolage Heads pour voir ce que propose ce jeu à la direction artistique complètement improbable. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que je vais aussi recevoir 1 ou 2, peut-être 3 jeux courant septembre de Kickstarter. Donc potentiellement en tester au moins 1 ou 2, ce serait cool aussi. Ça serait sympa. Voilà, après il y a une myriade de jeux qu'on voudrait sortir tous les jours et qu'on ne peut pas, donc faut voir, il y a une sélection à faire. C'est clair. Et toi? Ben, moi, je pense que je vais essayer de découper le mois de septembre en 2 parties. La première quinzaine et la deuxième quinzaine. Je sais que la deuxième quinzaine, je vais essayer de retourner dans Drunagor, parce que j'ai envie de continuer. Mais la première quinzaine, je voudrais la consacrer à découvrir, ne serait-ce qu'en solo, ou à 2 mains, un certain nombre de jeux que j'ai acquis récemment ou un certain temps, parce que je veux savoir, du coup, faire un peu de tri dans ma ludothèque. Il arrive un moment où là, finalement, je commence à comprendre les gens qui disent « Ouais, mais finalement, moi, plus de 50, plus de 100 jeux, j'en ai pas besoin, ça m'énerve. » J'arrive un peu à ce point-là, parce que du coup, il y a plein de jeux qui sortent jamais, et ça m'ennuie. Et finalement, je m'aperçois que j'ai encore des jeux, un certain nombre de jeux, auxquels je ne jouerai pas parce que j'ai pas le temps, ou alors que finalement j'ai pris, mais en fait, en réfléchissant bien, ils ne m'intéressaient pas tant que ça. Donc il faut que je teste, je sais que je vais essayer là. Alors récemment j'ai acquis Apiary de Stone Meyer Games, donc lui c'est volontaire parce que il m'intéressait vraiment. J'ai Santorini, mais ça c'était quelqu'un qui l'a laissé gratuitement, donc par curiosité, parce que toi et moi on a toujours été un peu curieux de Santorini. À 0 € c'est une affaire qu'on n'ignore pas. Teotihuacan et Tzolk'in, parce qu'ils ont précédé leur réputation, surtout Tzolk'in. Je sais qu'il faut absolument que j'essaye Praga Caput Regnis, que j'ai aussi, qui m'attire beaucoup. Il faut que je statue sur le sort de Ryozen de Tabula Games. Il faudrait qu'on y rejoue au moins une fois. J'espère cette fois à 3. Plus de 2 alors, ouais. Ouais, à plus de 2 parce qu'autrement... Mais Tabula Games, plus ça va, plus en fait, il y a juste Sons of Faerial qui me convainc vraiment. Les autres, en fait, je m'en suis débarrassé. Hein. Sanctuary, je m'en suis débarrassé. Volfirion Guild, je m'en suis débarrassé. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je pense que je vais essayer. Alors je pense pas pouvoir mettre tous les jeux que j'ai cités sur la table, mais un certain nombre d'entre eux sur la table. Trancher un peu, voir déjà de base si j'ai envie de te les présenter ou pas. Si je pense que ça peut t'intéresser ou pas. Je pense qu'il y en a qui t'intéressent éventuellement. Je pense que Tzolk'in, ouais, bien sûr. avec ses cadrans qui bougent, t'intrigue. Santorini, c'est pareil.
puis après, Praga Caputrini, à mon avis, ça devrait pouvoir te plaire. Ah, ça devrait pouvoir te plaire, c'est assez sympa. Monsieur Sushi. Voilà. Il n'y a pas des sushis. Mais oui, je ne serais pas contre le tester, même si c'est vrai qu'à choisir de cet auteur-là, c'est pas celui que je testerai en premier, mais... Bah, disons que j'aurais préféré commencer par Underwater Cities, Voilà, personnellement. c'est celui auquel je pensais aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc faute de grive, on mange des merles, comme dirait l'autre. Donc voilà le programme, on verra pour le patron de l'édition de septembre à quel point j'ai réussi ou pas à me tenir à mon programme. Je pense qu'il y a une partie qui est facile à tenir, c'est la partie chronique de Drunagor, parce que celle-là, je veux absolument, et quoi qu'il se passe, je sais que je la remettrai sur la table. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et bien on va conclure là-dessus, en vous souhaitant une bonne continuation ludique. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous dire dans les commentaires ce à quoi vous avez joué au mois d'août, si votre mois d'août a été prolifique ou famélique, et puis peut-être que vous et moi, dans nos comptes rendus mutuels, vous et nous d'ailleurs, parce que je me sens exclu. Parce que j'ai fait que 18 parties, donc j'entre pas dans un club un petit peu select. C'est ça, tu ne mérites pas d'être cité ce mois-ci. Vous et nous découvrirons mutuellement des jeux qui nous intrigueraient, qu'on ne connaîtrait pas déjà. Eh bien, bonne continuation ludique, et puis à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!